Bonjour, mesdames et messieurs. Est-ce que tout le monde a réussi à trouver une place dans la salle? Alors, pendant que les dernières personnes trouvent à s'asseoir confortablement pour l'événement qui s'en vient, je fais un brin de présentation. Mon nom est Sophie-André Blondin. Je suis animatrice de l'émission Bien dans son assiette. C'est une émission, un magazine d'information, de réflexion, de culture sur l'agriculture et sur l'alimentation qui est présentée à la radio sur ici Radio-Canada Première du lundi au jeudi. Ça, c'est la présentation pour moi et c'est fini pour le reste du dîner. Un merci tout d'abord aux partenaires qui rendent possible la tenue de l'événement. Aujourd'hui, le Fonds de solidarité FTQ et SSQ Groupe Financier. Merci beaucoup. Voici ce qui va se passer à compter de maintenant, ce midi, et ça va se terminer à 14h15. Le temps ici, c'est précis. Notre invité Michel Chapoutier va nous présenter sa maison pendant une vingtaine de minutes, et comme on savoure tellement mieux dans la vie une fois que les présentations sont faites, la dégustation suivra la présentation de M. Chapoutier, et elle va accompagner le repas préparé par le chef Claude Pelletier, copropriétaire des restaurants Club Chasse et Pêche, Le Filet et Le Serpent. Alors c'est l'heure d'accueillir notre invité, Michel Chapoutier de la maison du même nom. Bienvenue. Venez prendre place. On va s'installer. Il avait dit qu'il danserait les claquettes, mais je ne pensais pas qu'il le ferait pour vrai. Michel Chapoutier, la maison du même nom, c'est des millions de bouteilles, mais quand on parle de chiffres, on n'a rien compris quand on veut vous présenter. C'est une philosophie, c'est une démarche. Finalement, c'est de l'histoire, des idées et des humains dans la bouteille. Je pourrais avoir un verre de champagne plutôt qu'un verre d'eau. C'est tellement meilleur, effectivement. Alors, le champagne s'en vient dans quelques secondes. Il va apparaître avec un génie. Bonjour, Monsieur Chapoutier. Bonjour. Tous ces gens ici sont curieux de savoir, de mieux connaître votre maison. J'ai parlé de millions de bouteilles. On sait que c'est en France, c'est en Portugal, c'est en Australie. Mais au lieu de parler de la grosseur comme ça, je pense que quand vous présentez votre maison, vous aimez commencer par son histoire, par votre histoire, mais surtout par sa philosophie. Alors, c'est vrai que c'est une vieille maison, créée en 1808, et qui était un peu vieillissante. Moi, j'avais découvert le vin sur la Californie. J'étais chez Grace Family Vineyards. C'était une petite winery de Napa, de Sainte-Helena. Et en rentrant en France, j'étais assez impressionné de ce que j'avais vu sur la Californie, sur la maîtrise technologique. Et ma conviction, c'était que la vieille Europe, sa capacité et son potentiel, c'était dans l'expression du terroir. C'est pour ça que quand je suis arrivé en France, je suis allé voir mon grand-père et je lui ai proposé de racheter cette maison qui était au bord de la faillite. Alors, ça n'allait pas bien. Non, ça vous arriviez avec des idées du Nouveau Monde, des technologies, des méthodes du Nouveau Monde. Ou le contraire. C'est-à-dire que j'avais vu les méthodes du Nouveau Monde et je disais qu'il fallait réveiller les méthodes de l'Ancien Monde. Ça veut dire que si, dans le Nouveau Monde, très souvent, entre deux vignobles voisins, il va y avoir deux winemakers qui vont faire deux vins différents par leur technologie et leurs différents choix. Et j'arrivais en disant, nous, on va travailler, parce que la qualité se fait d'abord dans l'agronomie, on va travailler sur une approche agronomique et on va essayer de faire des photos du terroir plutôt que, c'est-à-dire un endroit, une méthode de travail qui permet aux winemakers d'être fainéants. Comme j'étais fainéant, c'était parfait pour moi. Tiens. Un viticulteur paresseux, oui, ça prend une maison au bord de la faillite qui fait quoi, 250 000 bouteilles par année, puis des années plus tard, ça fait votre empire à 8 millions de bouteilles par année? Oui. C'est paresseux, ça? Il suffit de faire travailler les autres. Hein. Ah. Ça, c'est... Ma femme s'est beaucoup plainte. Chaque fois qu'elle se plaignait, je lui disais, si tu veux, on peut devenir polygame. Tu auras moins de boulot si j'ai 4 femmes, mais elle n'a pas voulu. On va rester dans le vin. Mais ce côté paresseux est important parce que dans votre approche, et on va parler de biodynamie, il est très important de respecter ce que la nature fait toute seule, de la regarder travailler finalement. C'est votre côté paresseux, ce qui a voulu qu'on aille vers la biodynamie? Mais c'est pareil aussi après au niveau de la vinification. C'est-à-dire qu'on va laisser, il faut endiguer. L'agriculture, c'est quand même un travail. Hein. C'est un travail, c'est même une lutte. C'est-à-dire une petite pierre dans le jardin des écolos babacool.
Le côté peace and love, c'est bien gentil, mais ce n'est pas le monde de l'agriculture. Le monde de l'agriculture, l'agriculteur n'est pas quelqu'un qui est en paix. C'est un guerrier qui se bat contre les éléments. Il va voler la récolte à la mère vigne et il se bat contre les éléments. Donc, faire de l'agriculture, même en biodynamie, ce n'est pas une logique pacifique. Il faut le savoir. Et tous les rêveurs qu'on dit je vais faire une agriculture. Oui, on peut faire une agriculture intelligente, soft, mais on a du mal à être en harmonie, puisque de toute façon, il y a les éléments qui sont contre nous. Et puis après, on a la vinification. Alors qu'est-ce que la vinification? La transformation du raisin en vin. Mon idée était de dire, c'est comme les parents qui apprennent à faire du vélo à leurs enfants. Ils sont juste derrière au cas où. Mais pas d'interventionnisme, pas de levure sélectionnée. Et on va travailler. Pour moi, c'est facile, hein. C'est-à-dire que jamais on va essayer de corriger un millésime, parce que le millésime, il fait partie du terroir. Alors pour mémoire, le terroir, c'est le sol. Donc, les sols. Ah, ça, c'est sympa. Ça va aller beaucoup mieux. Oui, parce que je vais vous dire, en vérité, on va parler 40 minutes, parce que vous aurez encore plus soif, vous avez trouvé les vins bons. Et alors, du coup, j'ai perdu le fil de ma discussion. Oui, les sols, pédologie, géologie. L'humain, alors l'humain, c'est la tradition et l'acteur présent. Et le climat, ou les climats, c'est le microclimat, c'est l'orientation, les vents, etc. Et le millésime. Et donc l'idée, au bout d'un moment, c'est de dire, je laisse faire le terroir, son expression, et je prends une photo. Différence de millésime, je ne la corrige pas. Quand j'ai commencé à dire ça dans les années 89-90, ça faisait sourire les gens en disant, parce que certains disaient, mais il y a des grosses différences entre ton pavillon 91 et ton pavillon 92. Je dis, ben oui, parce qu'il y a une différence de temps, une différence de climat, donc une différence dans la bouteille que je refuse de corriger. Pas d'acidification, pas d'échaptalisation. Voilà, c'était un portrait, la photo. Voilà, une photo. Plutôt, dans le monde de l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, on est dans le marketing de l'offre. On devrait être dans le marketing de l'offre. On fait un vin, on va accompagner un vin que le terroir va nous donner, et on ne va pas essayer de le corriger pour le consommateur. De toute façon, le consommateur, il ne sait pas s'il aime du sucré ou pas du sucré. C'est moi qui fais du bruit, hein? Continue à parler, moi j'existe pas. Attends, je bois un canon, hein? Ah oui, c'est pour ça, je peux me reculer. C'est eux qui vont faire le travail. D'accord. Vous pouvez être paresseux. Et alors, donc, on est dans le marketing de l'offre. Prenez quelqu'un, par exemple, qui aime le café sucré. Vous lui dites, bois plus de sucre dans ton café. Au bout de 3 jours, il ne peut plus revenir sur un café sucré. C'est-à-dire que les impressions des goûts, les goûts changent. Je me rappelle, à l'école, en 6e, on a la musique. On avait un prof un peu vieux qui nous fait découvrir la musique classique, on se moquait de lui et tout. Puis, une musique qui n'était pas belle, il nous la commente, elle devient belle. C'est amusant, ça, hein? Eh bien, c'est exactement ça, le vin. Est-ce qu'on va courir après le goût d'un consommateur qui ne connaît pas son goût? Ou est-ce qu'on va rester droit dans nos bottes, c'est-à-dire, le terroir me donne ce vin, le consommateur ne va pas l'aimer, mais comme le prof de musique a fait, on va avoir des sommeliers, on va avoir des vendeurs qui vont aller expliquer le goût. Vous verrez tout à l'heure, je prendrai la parole 2-3 fois quand même pour rentabiliser mon déplacement, hein, mais vous allez voir tout à l'heure quand on va déguster les marsannes. Il y a peu d'acidité, des amertumes qui vont déranger. Mais lorsqu'on dit à la personne, oui, mais attention, tu vois, là, tu as cette petite touche amère qui va être un pont sur ton mariage avec ta gastronomie. La personne dit, ah oui, c'est ce qui me dérangeait, et finalement, ça devient mon ami. Donc, il faut accompagner les gens. Il faut les accompagner. Et attention, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était ça. Tu vois, j'ai accompagné, et la spécificité, c'était ça. Et je ne vous voyais pas aller dans une galerie de peinture dire, je t'achète ton tableau si tu me mets un peu plus de bleu et d'orange dessus. On peut essayer. Non, mais c'est ça. Donc l'idée, c'était de dire, au lieu d'aller courir après le goût hypothétique d'un consommateur, on reste dans nos bottes, et puis voilà. Et on va expliquer notre musique. Qu'est-ce que le vin? C'est une symphonie aromatique. Hein. C'est vrai. Quand on regarde la vinification, nous on travaille avec des levures indigènes. Pendant longtemps, je me fritais avec certains zénologues et chercheurs du Nouveau Monde qui disaient « mais vos terroirs, c'est de la bêtise, etc. » Ce qui est vrai, c'est que les levures indigènes, la levure, elle va
être conditionné par la minéralité du raisin. Il est certain que si on est sur un granit ou si on est sur un calcaire, on va avoir des oligo-éléments et des pourcentages de minéraux qui seront différents. Si on goûte le raisin, on n'a pas de différence gustative. C'est l'alchimie de la fermentation qui va changer cette différence. Mais c'est la minéralité que l'on va retrouver dans les sols, le cocktail de minéraux et d'oligo-éléments, qui vont influencer la population levurienne. Donc, normalement, dans les AOC, on devrait travailler qu'avec de la levure indigène. La levure indigène. Moi, je me rappelle, c'était avec Larry Turley, lorsqu'on travaillait qui travaillait par exemple sur des infandelles, avec les levures indigènes sur Napa, il y avait plus de 16% d'alcool, 16,5% en sec. Alors qu'à l'université, on disait, mais tu ne peux pas aller bien plus loin que le 15,5%. Les levures indigènes, elles sont extrêmement efficaces dans le monde entier. Et donc, lorsqu'on veut extraire un sol, il faut laisser nos levures indigènes, et chaque levure a sa petite signature aromatique. Comme une symphonie de Beethoven. On peut faire la 5e symphonie avec des violons ou avec des trompettes, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, au bout d'un moment, lorsqu'on va extraire les minéraux, mais pour extraire les minéraux, il va falloir avoir une bactériologie des sols, parce que la racine n'est pas capable d'absorber les minéraux, elle va absorber la richesse organique. La racine va, par l'aide de la microbiologie des sols, absorber le minéral qui aura été transmuté en végétal. C'est ça. Et ça, dans un environnement qui doit évoluer et sur lequel l'humain doit intervenir pour lui donner sa signature et qui s'appelle le terroir. Et qui existe, d'après vous, qui n'existe qu'après plusieurs siècles. Donc, qui serait inexistant dans les vins du Nouveau Monde. Non, alors, ça c'est un peu manichéen. Ce que je voulais dire, mais il faut que ça soit manichéen pour provoquer. Ça veut dire que le sol, c'est-à-dire la partie, j'allais dire géologique même plus que pédologique, sur les 6 composantes du terroir, puisqu'on a 2 climats, 2 humains, 2 sols, la racine, la bactériologie autour de la racine, la microbiologie au niveau de la racine, va transformer au fur et à mesure des siècles le sol et rendre ce sol par digestion de plus en plus en osmose et approprié à travailler avec la vigne. C'est pour ça qu'une Bourgogne qui a 1000 ans de culture a une avance avec des pinots noirs dans d'autres régions qui n'ont que 100 ans. C'est pour ça qu'en Hermitage, où on a 20 siècles d'agriculture, on a une avance sur cette pédologie et cette microbiologie, même dans la géologie, dans la roche-mère, autour de la racine, qui a une avance sur les autres pays. Mais, quand j'arrive en Australie que je dis ça, ils ont plutôt tendance à sortir les bazookas en disant « Oui, les Français, vous êtes arrogants. » On dit « Non, si vous faites aussi bon sur des sols qui sont en train de découvrir, qui sont en train de découvrir le plaisir de se marier avec la racine de la vigne, imaginez ce que ça sera dans 50 ans, dans 100 ans, dans 300 ans. » C'est ça qui est intéressant. Mais les climats de nos AOC, vous avez des fois des vraies subtilités sur la même géologie. Et lorsque vous regardez la pédologie, c'est le travail humain qui, tel endroit, la personne allait travailler avec des composts de fumier de mouton, là avec des composts de fumier de vache, et à travers les générations de telle ou telle famille, on a créé des climats qui sont sur la même géologie, seule la pédologie change, c'est-à-dire la partie du sol, et le complexe argilo-humique a été ce travail, c'est la partie humaine que l'on amène dans l'agriculture. Est-ce que tout ça se rend jusque dans le vin? Mais bien sûr, puisque au bout d'un moment, c'est les bactéries qui vont extraire certains minéraux, et c'est ces minéraux qui vont influencer la population levurienne. Donc chaque levure étant comme un instrument de musique dans une symphonie, on va avoir cette levure qui pouvait normalement représenter que 2-3% de la population levurienne, qui au bout d'un moment, parce qu'elle, comme un tel minéral va jouer comme un peu un excitant libidique pour cette levure, elle va se reproduire beaucoup plus que l'autre à côté. Et au lieu de représenter 10% de la population, elle va représenter 30% de la population. Donc le goût va changer. Quand vous parlez d'accompagner les gens dans la dégustation, oui, allez-y, sentez. Moi, c'est à l'eau, vous savez. D'accompagner les gens dans la dégustation, est-ce qu'on les accompagne jusque-là?
est-ce que tout ça ne s'exprime que dans des très grands vins auxquels ont accès seulement une partie de la population, ou est-ce que cette importance, cette information, tout ça, pour vous, c'est important de la partager avec le plus grand nombre, d'intéresser le plus grand nombre de personnes, même s'ils ne sont pas des gens qui connaissent très bien le vin? La démocratisation, est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Alors pour moi c'est extrêmement important parce que le monde du vin est en train de se... J'aime bien cette expression que j'ai trouvée un jour à 2 grammes d'alcool. Le monde du vin est en train de se ghettoiser dans un snobisme suicidaire. Et c'est vrai, parce que ça devient tellement... Mais non, mais on demande à des jeunes, « Ah, mais j'aime bien le vin, mais je ne m'y connais pas. » Alors généralement, je leur dis, « T'as pas besoin d'être gynécologue pour faire l'amour. » Je veux dire, depuis quand on a besoin de cérébraliser le plaisir? Non, mais c'est vrai, on a un vrai problème. On ne se pose pas la question quand on boit de la bière. Moi, j'entends rarement des gens dire, j'aimerais bien boire une bière, mais je ne m'y connais pas, je ne la prendrai pas. C'est quand même grave. La gastronomie française, elle s'est cassée la figure dans les années 70 parce qu'elle faisait trop cher. Elle avait oublié qu'il fallait peut-être commencer par faire quelque chose de bon et moins cher. Pendant ce temps, les Italiens prenaient toutes les parts de marché parce qu'avec des pâtes, ils faisaient de la gastronomie. Nous, on avait du foie gras, on avait du caviar, on avait de la langouste. Heureusement que la bistronomie a sauvé la gastronomie française. Et j'insiste là-dessus. Tous les vignerons qui font des grands vins doivent déontologiquement s'obliger à faire des premiers prix. Et des premiers prix d'excellence. Et je me bats là-dessus. Oui, des premiers prix, parce que si au bout d'un moment, si on a les jeunes qui restent à la bière et qui ne peuvent pas se payer du vin parce que c'est trop snob ou c'est trop cher, au bout d'un moment, nos clients, on va les perdre par décès, par l'âge moyen. Ben oui. Donc il faut quand même, cette approche de démocratiser le vin, me paraît être essentielle. Le démocratiser et toujours avoir en tête, vous l'avez dit, pas les goûts du consommateur parce qu'il ne les connaît pas. On a compris que le consommateur va avoir la photo que le terroir va donner. Il faut le surprendre, oui. Mais quand même, toujours avec en tête que ce vin va accompagner les repas. C'est ce qui va se passer ici ce midi. Et vous, manger avec le vin, c'est primordial. S'en éloigner, c'est quelque chose que vous dénoncez dans certains des nouveaux vins. Le mariage vin pour moi est capital. On a créé il y a 20 ans le championnat de France des élèves sommeliers, qui est aujourd'hui une institution en France, chaque année. Et en plus, les 6 meilleurs élèves sommeliers de France, on les amène en Australie pour leur ouvrir l'esprit, parce que le chauvinisme français est des fois dangereux. Donc, le sommelier, c'est justement le prof de musique qui va expliquer. Après, il y en a un autre problème. Un des plus grands vinificateurs que j'ai rencontré, c'est Gérard Chave. Gérard Chave est un vicieux du palais. C'est-à-dire que quand vous le mettez derrière un piano qui se met à cuisiner, vous comprenez tout. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'un vigneron qui cuisine fait des vins pour la cuisine. Moi, il y a des vins que j'ai dégustés dans la course à la concentration. Il manquait plus que le couteau et la fourchette pour déguster le vin. Bah oui. Une fois, j'ai même dit à un gars, je lui ai dit, si tu fais l'amour à ta femme comme tu fais des vins, t'étonnes pas d'être cocu, parce que c'est tellement concentré. Mais oui, c'est vrai. Le vin, on est là dans la sensualité du mariage et du vin. Un mariage qui est sur une relation dominée-dominante, ça ne marche pas. C'est d'une complémentarité. C'est ça le mariage. J'aime bien raconter, parce que je vois qu'on a pas de temps, mais juste l'histoire rapide du mariage. Allez-y. L'histoire d'amour, c'est quoi? Deux personnes se rencontrent. Première phase mensonge. Eh ouais, phase mensonge, parce qu'on cache ses défauts, on les met derrière, on met les qualités en avant. L'autre fait pareil. Hein, je veux dire, il n'y a pas l'homme avec des défauts et la femme parfaite, non, c'est pareil. Après, deuxième phase, on découvre les défauts de l'autre, c'est la turbulence. Alors, il y en a qui sautent de l'avion assez rapidement, puis d'autres qui sont un petit peu plus persévérants, opiniâtres, et tout, ils restent ensemble. Et donc, je dis à mes enfants, méfiez-vous, c'est une tendre guerre, comme disait Brel, mais c'est quand même une guerre. Hein. Ne lâchez pas trop, résistez, parce que ce qui est lâché, lâché pour la vie. Hein. Et donc, oui. Alors, il y a des habitudes qu'on va renégocier pour arriver dans la troisième phase, qui est la phase de la complicité. Et du coup, quand vous regardez les deux personnalités après, elles n'ont plus rien à voir avec les deux premières personnalités. Elles se sont reconstruites par ce chaos de la turbulence. Le mariage du mets et du vin, c'est la même chose. Je déguste un vin, j'ai une personnalité, je déguste un mets, j'ai une personnalité. Je redéguste le mets, je déguste le vin sur le mets, et là, j'ai un chaos. Et normalement, si le mariage est réussi, j'ai influencé le goût du mets, le mets a changé, j'ai influencé le mets a changé, le goût du vin. Et on a une nouvelle personnalité qui est en combinaison entre les deux. Et pour cela, il faut une osmose. Il ne faut pas un rapport dominé-dominant. Et c'est ça que le vigneron doit avoir en tête. Il est là au service de la gastronomie. On a créé, avec G.L. Evans, pendant le Bocuse d'Or, il y a 4 ans maintenant, le championnat du monde de cuisine pour les vignerons.
pour les obliger à rentrer dans une logique de dire vous devez cuisiner, vous allez comprendre cuisiner, cuisiner. Mon rêve, ça serait d'obliger dans les universités d'énologie les cours de cuisine. On devrait mettre, vous voulez avoir un diplôme d'énologue, d'abord, première section, vous allez faire cuisine. Ah ouais. Ça serait intéressant. Il reste 1 minute et demie pour que vous nous présentiez très rapidement une photo, l'album photo, les contours de l'album photo de ce qu'on va boire dans 1 minute 26. Je ne sais même plus la liste des trucs. Ça va être que des bons vins, parce que c'est du chapeau. Bon, c'est bien. J'occupe le terrain, quoi. Je suis pas sûre que je les ai ici. Ou si vous préférez... Voilà. Non, mais je prendrai la parole, autrement, après. Non, parce que je disais, je vais rentabiliser le déplacement. À Candrieux, Invitere, ça, c'est... On est sur des schistes, on est sur du vionnier. Ce qui va être intéressant, au bout d'un moment, il faut que le sol bride le cépage. Un grand vin, c'est généralement, d'un grand vin d'AOP, c'est lorsqu'on n'arrive même plus à reconnaître le cépage tellement que le sol a pris le dessus. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va avoir un petit Hermitage Chantalouette 2012, Hermitage blanc, 100% Marsanne. On est très monocépage. Chez Chapoutier, nous sommes plutôt monocépage polygamie, lorsque les autres sont monogamie polycépage. Après, nous allons avoir... Alors, l'Hermitage blanc, vous allez voir, mais je reprendrai la parole pour attirer votre attention sur les signatures salées que vous aurez. Le sel dans les blancs, c'est très intéressant, c'est une saveur intéressante. Il est certain que si on était à 60 hecto-hectares, ça ne se sentirait pas. Mais lorsqu'on va travailler à 25-30 hecto-hectares, vous sentez cette salinité. On va avoir donc la petite touche d'amertume sur la Marsanne, mais avec des acidités faibles. L'amertume qui va tenir le potentiel de garde. Et après, on va s'amuser sur 3 syrahs. Monnier de la Ciserane, qui est un assemblage de 3 sols, des granites, des sédimentaires des sédimentaires poudingues et des sédimentaires argileux. Après, on va avoir le greffieux, qui est le sédimentaire le plus fin de l'Hermitage. Et puis voilà, on aura fait le tour. Et je suis persuadée que le micro restant ouvert, pendant qu'on va déguster, on aura quelques commentaires pour nous accompagner dans la dégustation. À tout à l'heure, on revient après. Merci. Parce que la Roussanne était la patine de la Marsanne. Comme la Roussanne était très oxydative, on mettait, pour des gros hermitages, 20% de Roussanne dedans, parce que ça permettait de rendre le vin consommable plus jeune. Et c'est pour ça que, après, bien sûr, la Roussanne est très connue, parce qu'il y a une très belle Roussanne chez Beaucastel, avec ses vieilles vignes, et depuis ce temps, il y a eu, mais c'est une sélection massale là-bas, et depuis ce temps, beaucoup de gens ont été très intéressés pour la Roussanne. Le problème de la Roussanne, on n'a pas les potentiels de garde qu'on a sur des Marsannes. Là, c'est des vins qu'on va garder très longtemps, avec une acidité faible. Très intéressant aussi, de nouveau la salinité, cette petite touche de gaz carbonique, vous sentez très légèrement, parce que c'est un antioxydant naturel qui vient de la fermentation. Donc on fait attention, dans la manipulation du vin, de ne surtout pas perdre le gaz carbonique de la fermentation alcoolique originelle. Et la longueur en bouche, le tactile, le toucher de bouche. Alors on va passer au rouge. Un petit clin d'œil à la Maison Ruinart qui a fait une allusion sur le toucher de bouche de nos vins rouges tout à l'heure. C'est vrai, on a un toucher de bouche stadique sur le blanc et vous allez passer sur des rouges où le toucher de bouche va être tout dans la soie, tout dans la subtilité. Des vins beaucoup plus subtils que leurs créateurs. Merci. Nous avons dégusté 3 très bons vins de Chapoutier, ça c'est vrai. Les Hermitages. Alors, deux petites remarques. Avec ou sans H, l'Hermitage s'écrivait sans H. Et lorsque les Anglais ont eu le monopole de la distribution des vins, ils ont ajouté le H à Hermitage au XIXe siècle. Dans le décret d'appellation, l'Hermitage s'écrit avec ou sans H. Donc chez nous, sur des vignes qui ont plus de 90 ans, on met Hermitage sans H, vieille vigne, vieille orthographe. Sur des vignes qui ont moins de 90 ans, les jeunes filles, on leur laisse le H. Voilà. Une autre question qui était intéressante, le braille. Nous mettons le braille sur nos étiquettes. En 95, on était la première maison dans l'agroalimentaire
à mettre le braille sur les étiquettes. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ma fille est aveugle, parce que j'avais entendu ça. Ma fille est très belle, elle est 4 fois championne de France de tir, co-recordman d'Europe au tir, donc elle n'est pas aveugle. Mon fils non plus. Par contre, ma fille est à marier. Hein. S'il y a des riches Québécois, elle est très belle et tout. Par contre, je ne donne pas de dot. Ah, non, 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 non. Alors, je reviens au braille. On voit, au 19e siècle, la plus ancienne famille de la région, c'était la famille de la Sizerane. Alors, juste un petit peu sur le quiz culture, l'Ermitage était surtout connu pour le lieu, alors pour son vin, et pour le lieu où l'on crée le premier traitement contre l'épilepsie. C'était la famille de la Sizerane qui avait inventé ou découvert le traitement à la base de fleurs de gallium. La famille Romanov, par exemple, était traitée à l'Ermitage puisqu'ils avaient une maison à l'Ermitage. Ils venaient chercher leur allocation de sirop de gallium. Et c'est justement pour ça que Catherine II avait baptisé le musée de Saint-Pétersbourg le musée de l'Ermitage, en remerciement au travail de l'Ermitage. Et du coup, il ramenait à chaque fois de l'Ermitage. Donc l'Ermitage était très connu, et la famille de la Sizerane était vraiment la famille reine de ce patelin. 3 enfants, 3 héritiers, un qui était peintre, un qui était écrivain et critique littéraire, et le 3e qui devait devenir le vigneron. Ce dernier a eu un accident, il est devenu aveugle, et c'est lui qui a mis en scène l'idée de Louis Braille. Lorsqu'on parle du Braille, Louis Braille a eu une idée, et c'est Maurice Monnier de la Sizerane qui a fait le nécessaire pour appliquer ce qu'on appelle le Braille abrégé, que l'on lit dans le monde entier. C'est pas le Braille de Louis Braille, c'est le Braille de Maurice Monnier de la Sizerane. C'est lui qui a créé aussi la Fondation mondiale pour les aveugles qui s'appelle l'Association Valentin Houy. Donc, lorsqu'il est devenu aveugle, mon arrière-grand-père Marius, pub, vous pouvez acheter à la SAQ des vins Marius. Je ferme. C'est du vin de Pays d'Auge, très bon, Vionnier, etc. Bon, je glisse ma pub, je ferme la pub. Marius a racheté les vignes de la Sizerane, qui étaient les plus belles vignes de l'Ermitage. Et pour remercier et faire un petit clin d'œil, sans jeu de mots, à Monnier de la Sizerane, qui était devenu aveugle, j'ai voulu, en 95, faire du braille sur toutes les étiquettes. Voilà. C'est pour ça qu'on a du braille. Vous avez eu donc aussi un Ermitage Monnier de la Sizerane. Alors la différence entre les sections parcellaires, c'est qu'historiquement, les grands Ermitages rouges étaient l'assemblage des granites des Bessards, des sédimentaires du Greffieux et du Méal. Nous avons encore un vin dans la tradition qui s'appelle la Sizerane parce qu'on assemble ces 3 terroirs. Après, vous êtes allé sur les Greffieux, qui est un cépage juste en dessous du Méal. Donc on a tout le sédimentaire qui descend du Méal. Et le Rhône était au bord des Greffieux il y a 2000 ans. Et vous avez eu cette signature de la Syrah sur ces terroirs-là. Est-ce que vous avez remarqué, le cassis était présent, mais on avait ce côté pierre à fusil, on avait ce côté suie. L'odeur, remettez votre nez dedans, l'odeur de la cheminée froide. Merci. Ah, c'est vraiment un amour, hein. Je vais rester à Montréal. Voilà. Bon, faut qu'on se mette au boulot, là, c'est ça? Eh oui. Quand j'ai dit tout à l'heure 2h15, pile poil, j'ai menti pour une journaliste et une journaliste scientifique, c'est particulièrement humiliant. Mais c'est pas grave. Alors, il nous reste une dizaine de minutes.
Vous avez commencé à répondre à des questions. Les questions continuent à vous appartenir. Alors, s'il vous reste des questions, déjeunez-vous rapidement parce qu'en 10 minutes, ça passe vite. Il y a des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des micros qui peuvent tranquillement apparaître et se promener? Ou sinon, exprimez-vous. Entre-temps, des annonces du genre cuisine. Denis Richard de Québec, est-il dans la salle? Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Denis Richard de Québec? Si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît Denis Richard de Québec, il doit se rendre à l'accueil. On a trouvé quelque chose qui lui appartient, d'une part. Et Pascal Pilon doit aussi se rendre à l'accueil. On a trouvé aussi. Pascal Pilon est-il là? C'est genré par leur absence, mais c'est pas grave. Alors, tous les deux, Pascal Pilon et Denis Richard sont attendus à l'accueil. Si vous les croisez, s'il vous plaît, faites le message. De retour à des choses beaucoup plus profondes. Il y avait vraiment une question qui venait de là. Allez-y, sortez vos poumons en attendant un micro. Attendez, on va mettre de l'ordre là-bas. Ça tombe bien là-bas dans le coin. La Fondation a besoin d'un petit coup de main pour la vaisselle. On va prendre les noms. Bonjour, on a beaucoup parlé de 2009-2010 en ronde, en fait, comme étant de très grands millésimes. On a goûté aujourd'hui des vins de 2011, 2012 et 2013. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée, selon vous, de à quoi ressemblent ces millésimes-là? On est manifestement, après des années chaudes, comme 2009-2010, j'allais dire que nous sommes sur des années légèrement plus fraîches. C'est intéressant parce que, curieusement, la tendance journalistique a été pendant longtemps de favoriser les millésimes très chauds. Ce que je reprocherais aux millésimes chauds, ce sont des millésimes solaires où le climat écrase le sol. J'adore les millésimes frais. Alors, par exemple, le millésime 2003, qui était le millésime de la canicule, on retrouve plus le côté presque confituré du cépage que le sol lui-même. Depuis 2010-2011, on allait dire, on est presque dans un petit air polaire. Alors, le petit air polaire était prévu. Même si on nous parle du réchauffement, le cycle des éruptions solaires de 12 ans a eu des ratés et a pris du retard. Et donc, on est quand même sur un climat légèrement plus frais chez nous. Et on a des millésimes qui sont très intéressants parce qu'ils sont marqués par une minéralité. On s'échappe des extrêmes comme 2003, comme 2000, comme 95, qui sont très cotés au niveau médiatique, mais qui bâillonnent un peu le sol. Donc 2013 et 2014 suivent la même logique. C'est des millésimes un petit peu plus frais, mais avec beaucoup plus de minéralité. Alors juste intéressant de dire, aujourd'hui on parle toujours du global warming, le réchauffement. J'entends beaucoup, les Anglais nous parlent toujours d'aller planter des syrahs dans le Beaujolais, etc. Il faut savoir que dans la région, dans le sud-est, le global warming va plutôt rafraîchir que réchauffer. Pour vous donner une idée, nous sommes ici à Tel-Hermitage à la même latitude que Montréal. Vous nous noyez le Gulf Stream, on se retrouve à la climatologie de Montréal. Ça veut dire que le global warming aujourd'hui est plus un danger qu'une opportunité, puisque ce n'est pas pour nous une logique de réchauffement, mais une logique de dilution du Gulf Stream qui met en danger la viticulture européenne. Et la viticulture ici? Ici, je ne connais pas, mais il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Il y a peut-être des choses intéressantes. Peut-être des choses à faire ici, hein? Je disais, si je plantais au Québec, je pense que je planterais de l'Oberlin, qui est un métis. Oui, Oberlin, c'est un métis qui a été travaillé en Bretagne. Bretagne, Québec, on n'est pas loin au niveau climatologie. C'est noté, hein? On va vous prendre au mot si c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent de la salle et qui veulent s'adresser, des gens qui voudraient s'adresser directement à M. Chapoutier? Monsieur.
l'avenir de la maison Chapoutier dans les 10 prochaines années? C'est court, 10 ans. Ben, ma retraite. Déjà? Non, mais je sais pas. J'ai 2 enfants, peut-être qu'ils prendront. Moi, j'ai racheté ma boîte, j'ai dit à mes enfants, vous avez le droit de travailler avec moi, mais vous me rachèterez parce que on ne respecte que ce que l'on achète. Donc, vous avez le droit de racheter la boîte. Et ma fille, qui a travaillé en Chine, qui a fait ses études en Chine, qui maintenant termine son cursus à temps partiel à l'école ESSEC, a monté sa propre société qui va s'appeler Mathilde Chapoutier Sélection sur des vins. Peut-être qu'un jour la SAQ va faire du Mathilde Chapoutier Sélection, on ne sait pas. Et j'espère qu'elle va me racheter. Après, la logique, on veut pas être dans une expansion. Je veux garder mon obsession de dire plus je vieillis, plus j'ai du souci sur ce qu'on offre aux jeunes. Donc, faire des 100 sur 100 par cœur, on les a fait, d'accord. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de dire, il faut savoir donner l'excellence à 15 $. Alors des gens m'ont critiqué, quand j'ai lancé Marius, des gens m'ont critiqué sur certains vins, et je disais non, le vrai problème, il est là. Si le 3 étoiles Michelin qui fait un fast-food ou qui fait du food street, il a compris parce qu'il se met, il dit voilà, je vais aussi montrer que tout le monde a le droit d'avoir le plaisir, même au premier prix. Et donc, ma vocation de demain, c'est ça. C'est ça. Est-ce que votre vocation de demain a des ambitions géographiques autres que la France, le Portugal et l'Australie? Oui. On est en train de finaliser sur un autre pays, sur l'Espagne, sur le Ribera del Duero. Et j'ai 2-3 rêves. J'adore le chasselas. Vous savez, le vin, comprenons bien, des fois on se retrouve dans des congrès autour du vin. Et vous avez des gens qui sont passionnés. Mais le vin est un passe-temps. Le vin, on doit faire un travail sérieux sans se prendre au sérieux. On est ludique. Le vin n'est pas quelque chose de sérieux. On ne parle pas de médecine, on ne parle pas d'éducation, on parle juste d'un passe-temps, d'un plaisir. Donc il faut aussi faire des vins amusants. Il faut se remettre. J'adore les chasselas suisses. Pourquoi ne pas planter des chasselas dans les granites anglais? Pourquoi ne pas planter des chasselas au Québec ou de l'Auberlin au Québec? L'Angleterre et le Québec, les endroits d'avenir pour le vin. Ouais. Pourquoi pas? Dans cette grande... il y a une question, oui, allez-y. Oui, bonjour. Très rapidement, en fait, vous avez parlé tout à l'heure des ermitages blancs. Vous disiez, en fait, que... Bon, vous avez parlé de votre ermitage de 1900 qui était en pleine forme, qui était fantastique. Et vous avez aussi dit qu'avant, la côte d'Ermitage était surtout plantée en blanc. Qu'est-ce que vous pensez de ces vins aujourd'hui à l'évolution? Est-ce que vous considérez que les blancs en Ermitage, il y en a trop peu? Est-ce qu'il y a trop de rouge? Et est-ce qu'au vieillissement, les blancs ont plus de potentiel que les rouges? Alors, il y a plusieurs questions. Pour moi, je suis totalement convaincu que les plus grands vins de garde sont toujours des blancs et jamais des rouges. Il y a une superstition ou il y a un cliché dans le monde du vin. Ouais, il faut que je mette plus loin. Le rouge est un vin qui a une structure solide, qui est les tanins. Le blanc est un liquide parfait. Lorsqu'un blanc vieillit toujours plus qu'un rouge. Les grands blancs de garde, mais pulvérisent les rouges au niveau des potentiels de garde. Quand on déguste l'Ermitage a servi à ermitager des premiers grands crus classés de Bordeaux au XIXe siècle. Donc les potentiels de garde de l'Ermitage rouges ne sont pas à mettre en cause. Je suis désolé, quand je déguste un Ermitage rouge 1900 et un Ermitage blanc 1900, l'Ermitage rouge, on a l'impression de voir Jeanne Calment faire un 110 mètres et on dit c'est pas mal à son âge. Jeanne Calment était la plus vieille femme de l'humanité pour les plus jeunes ici. Alors que l'Ermitage blanc, ça pète le feu. Le blanc est... Mais regardez, quel est le blanc qui se garde le plus longtemps? C'est le champagne. Des champagnes sur tête, mais des champagnes de 29, on peut encore en déguster. Mais j'ai une expression, je dis c'est à s'en coller le cul au lustre.
tellement que c'est bon. Ça sent? Ça sent coller le cul au lustre. Ah oui. C'est ouais, des grands blancs comme ça. Donc oui, la deuxième partie de la question, c'est les zones de blanc et de rouge. Mon arrière-grand-père disait le blanc t'en as trop ou pas assez, parce qu'il y a des tendances blanches, des tendances rouges. Ce qui est regrettable dans notre législation, sur les appellations qui acceptent les rouges et les blancs, on n'a pas osé aujourd'hui faire le travail nécessaire pour dire ça c'est une zone à hermitage blanc et ça c'est une zone à hermitage rouge. Et lorsque ces appellations ont le droit de faire du rouge et du blanc, souvent, dans les tendances en disant tiens on manque de blanc, on va planter du blanc, ou on manque de rouge, on va planter du rouge, c'est déconnecté de la réalité d'expression du sol. Il y a des sols à blanc, il y a des sols à rouge. Et ça, des fois, on l'oublie. Laissez s'exprimer les sols plutôt que les moyennes. Voilà. Michel Chapoutier, ça a été un plaisir de vous entendre depuis le début de ce dîner. Merci beaucoup. Oui, merci. Hein.